Julien qui va nous rejoindre également, Julien Tersperger, délégué général de Medicène. Et enfin Ludivine Oliveira, qui est Market Leader Healthcare chez Aiming, donc qui a travaillé avec Medicène sur ce fameux baromètre. Donc on va faire un petit tour de piste, un petit tour de table pour que vous nous donniez un petit peu vos éclairages, chacun avec un petit peu sa spécificité, que ce soit l'emploi, l'attractivité internationale, les investissements privés ou le soutien public. Et une fois qu'on aura commencé à bien discuter et poser les enjeux, évidemment, comme prévu, vous pourrez poser des questions ou contribuer, faire des remarques par rapport à toute cette séquence. Alors on va commencer avec vous, Sébastien Lavoine, je le disais, directeur général adjoint de l'Institut Paris Région. Et alors vous êtes plus focalisé sur la partie emploi. C'est l'une des bonnes nouvelles, on va dire, en tout cas parfois même un peu inattendue. Les chiffres sont positifs, plus 3%. C'est 2%, je crois, d'emplois supplémentaires. C'est l'une des bonnes nouvelles de ce baromètre. Exactement, merci beaucoup. Donc, je suis ravi d'être ici. Donc, l'Institut Paris Région a développé une méthode qui permet effectivement d'avoir un panorama global des emplois dans l'ensemble des industries de la santé. C'est assez complexe, puisque effectivement, on a on va dire des codes d'activité qui sont assez facilement identifiables, notamment sur les activités de commerce de gros, les industries pharmaceutiques ou matériel médical. Et après, on a tout un tas, on va dire, d'entreprises avec des codes d'activité qui ne sont pas forcément identifiables en tant que tels. Donc ça, c'est un travail de fourmi qui est réalisé par Valérie Constanti, qui est chez nous. Et donc, par exemple, sur toutes les activités liées donc, au medtech, à la santé, enfin à l'e-santé, ou encore tout ce qui est activité de recherche et développement. Donc tout ça, effectivement, ça fait le chiffre qu'on a évoqué, de 92 000 emplois à peu près. On peut même dire qu'on est aux alentours de 100 000, Oui. globalement, si on compte vraiment l'ensemble de ces secteurs d'activité qui ne sont pas vraiment visibles, qui contiennent des non-pure players. Donc, dans les secteurs d'activité qui sont relativement peu visibles, enfin en tout cas moins difficilement identifiables, on a des acteurs de premier plan. C'est-à-dire que dans les activités informatiques, par exemple, vous avez des acteurs comme Doctolib, comme Hawkin, donc c'est pour préciser un petit peu la méthodologie. Alors maintenant, j'en viens au chiffre effectivement qui a été annoncé et qui est une bonne nouvelle, donc une augmentation donc, de 2% en 2 ans, en dépit quand même des quelques difficultés qui ont été évoquées. Importante. Ouais. Voilà. Alors, ce chiffre, il est à nuancer. Pourquoi est-ce qu'il est à nuancer? C'est que déjà, on remarque que selon les secteurs d'activité, on a des grosses nuances. La progression des effectifs, en gros, la filière a gagné 1000 emplois donc, en 2 ans, ce qui est vraiment significatif. On doit l'attribuer quand même pour une large part donc aux industries pharmaceutiques, qui ont vraiment vu leurs effectifs progresser en dépit d'une baisse du nombre d'établissements. Donc ça veut dire qu'on a une croissance, mais on a aussi des défaillances d'établissements, ce qui est un peu logique dans ce secteur comme d'autres. Et c'est donc ce qu'on appelle les autres secteurs d'activité qui ont aussi progressé donc énormément, avec donc un solde positif quand on regarde les défaillances, enfin en tout cas les pertes d'emplois et les créations d'emplois, donc de plus de 5200 salariés. En revanche, donc on a un domaine sur lequel eh bien, on a eu des pertes d'emplois. On ne sait pas complètement l'expliquer à ce stade. C'est celui donc de la recherche et développement, qui a perdu, en tout cas selon les statistiques dont on dispose, près de 30% de leurs effectifs en 2 ans. C'est beaucoup, ça c'est massif voilà, quand même. Hein. Voilà, c'est assez massif. Et c'est toute taille confondue, grand groupe. Oui, c'est toute taille confondue, mais alors en PME. gros, on l'explique de 2 manières. On l'explique à la fois par les difficultés qui ont été exposées tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple sur les biotechnologies, le modèle économique, les financements qui sont parfois, on va dire, en réduction. Et puis aussi parfois, on a des activités donc, qui sont liées à la recherche et le développement, qui ont été intégrées donc, dans des groupes et donc qui ont disparu alors que les emplois, eux, sont restés. Donc c'est vraiment une question technique de comptabilisation statistique, mais c'est aussi quand même pour permettre de nuancer on va dire cette baisse. Et puis, bon, quand même, je voudrais dire que ce qu'a annoncé la vice-présidente Mme Dublanche tout à l'heure sur l'arrivée d'un projet donc sur les biothérapies montre bien que malgré ces difficultés,
eh bien, il y a de l'espoir pour que ces chiffres remontent dès l'année prochaine. Alors, on reviendra avec vous sur ces on va dire, aspects d'emploi très spécifiques, et notamment avec une approche peut-être plus territoriale, un peu plus pointillée, si j'ose dire. Vous avez, je crois, une carte à nous montrer, on y revient dans un instant, ça nous permettra peut-être d'affiner un peu cette approche globale. Mais avant cela, Francesco Taragli, je disais, vous êtes Director of Investment Promotion and Facilitation chez Choose Paris Région, donc vous êtes vraiment tourné vers l'international, c'est vous qui regardez l'attractivité par rapport aux partenaires étrangers, les implantations ou les projets. Alors aujourd'hui, c'est, on va dire, aussi une relative bonne nouvelle, même si elle est peut-être moins marquée que l'emploi. Il y a toujours beaucoup de nouveaux projets, mais pas forcément, ça ne se traduit pas, on l'a vu en parlant des établissements, en implantation. Oui, tout à fait. Merci de me donner la parole pour cette invitation. Effectivement, nous, à Choose Paris Région, on va chercher les investisseurs étrangers, que ce soit encore à l'étranger ou qu'ils sont déjà venus en Île-de-France, et on les aide à développer leurs projets, donc soit à s'implanter, soit à élargir leurs projets existants en Île-de-France. Et j'aimerais bien justement donner un peu une éclairage sur ce qui est l'attractivité actuelle de l'Île-de-France en 2024, mais aussi quelques tendances, peut-être je vais essayer sur 2025. Oui. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a une baisse des projets d'investissement étrangers en life science en 2024 vers l'Europe de l'Ouest. Donc l'Europe de l'Ouest en soi, elle est un peu moins attractive, mais les nouvelles pour l'Île-de-France sont plutôt bonnes, parce qu'on voit une augmentation du nombre de projets en 2024 d'investissement étranger, et aussi une augmentation du nombre d'emplois, comme il vient justement d'être dit, une augmentation qui n'est pas juste en 2024, mais qu'on remarque depuis 2022, en fait, une courbe d'augmentation du nombre d'emplois vers l'Île-de-France. Et ça continue au premier semestre 2025 ? Alors, au premier semestre 2025, on voit, et là c'est un peu nuancé, parce qu'on voit une baisse du nombre de projets d'investissement, pas que vers l'Île-de-France, mais vers l'Europe de l'Ouest en général, dans tous les top 5 des destinations. Mais on voit une augmentation du nombre de projets d'implantation. Donc c'est assez particulier. Cela, ça veut dire qu'il y a moins d'implantations effectives, parce que les entreprises sont un peu attentives. Dans l'attente, hein, oui, c'est ça. Exactement. Mais il y a beaucoup de bouleversements géopolitiques liés aux États-Unis, mais pas que, qui font que les entreprises montent des projets et ils veulent se garder prêts à des implantations vers l'étranger. Typiquement, je peux dire déjà sur 2024 qu'on reste une région malgré tout très attractive. On est dans les top 5 européens des régions les plus attractives. Alors, on se bat avec des régions qui ont aussi des avantages très différents que les nôtres, parce qu'on se bat avec l'Irlande, la Suisse. Ça, c'est fiscal, l'attractivité fiscale. Exactement, exactement. On se bat avec le sud-est de l'Angleterre, où ils ont un énorme écosystème comme nous. Ils sont assez puissants. On voyait tout à l'heure aussi en levée de fonds, ils sont les premiers en Europe. Oui. Et il y a aussi un nouveau entrant avec qui on se bat, que c'est la Catalogne, l'Espagne. Oui. Ça, c'est assez nouveau. Qui monte très, très fort. Ils montent très vite. Ils ont des projets plus gros que nous, avec plus de projets que nous, et plus gros en investissement, en CAPEX et en emploi. Ils sont sûrement attirés, les investisseurs étrangers, par la qualité de vie qu'il y a dans ce pays, en Catalogne, par les essais cliniques qui sont plus rapides que chez nous. Donc, nous, on attire beaucoup de projets grâce à nos forces intrinsiques, mais c'est des projets un peu plus petits et moins d'investissement par rapport, par exemple, à la Catalogne. Ça peut être un peu préoccupant. Oui, bien sûr. Pour les années à venir. Mais comme je disais, premier semestre 2025, en termes de projets d'implantation, donc pas d'implantation effective, mais de projets à venir, ce qu'on espère qu'ils vont se concrétiser, une énorme hausse en santé et en biotechnologie en Île-de-France, avec plus 40% de projets par rapport au premier semestre 2024.
Donc, on espère qu'ils vont tous Qui vont se s'implanter. transformer. Hein, Exactement, ouais, c'est nous ça. en tout cas, on est là pour ça. Très bien, ben, on reviendra sur votre action justement à Choose Paris Région et sur la situation. Peut-être aussi un mot sur cette vivacité de la Catalogne. On y reviendra dans un instant. Julien, avec vous, on va revenir sur un point. Alors là, on était sur du positif, encore relativement positif, même si on voit que c'est assez nuancé. Là, on va sur un point un petit peu plus négatif qui a quand même été souligné de façon très claire dans le baromètre. Ce sont les investissements privés qui chutent drastiquement ces 3 dernières années. Moins 37%, si j'ai bien retenu le chiffre. Et non seulement les fonds, dans leur ensemble, baissent de façon très notable, mais le ticket moyen aussi baisse de manière notable. Donc là, on a un vrai problème. Tout à fait. Bah, vous l'avez compris, c'est moi qui ai le rôle un peu mauvais autour de cette table ronde. Mais effectivement, je crois qu'en fait, il y a une vraie dynamique qui s'est en fait inscrite dans le cadre du Covid, hein, quelque part, où on a eu un grand plan d'innovation France 2030, où on parlait de santé, où la santé était vraiment sous le feu des rampes, et ça a drainé beaucoup d'investissements. Et y compris sur les fonds d'investissement privés, parce que souvent on parle de plan France 2030, mais en fait il y a eu l'effet de levier sur le fonds privé. Et là c'est vrai que, en fait, on le voit dans nos chiffres, il y a une forte contraction, et en fait on retourne les chiffres de 2019 ou 2018. Donc ça veut dire que tout l'effet qu'on espérait structurant du plan France 2030, de cette initiative où on se disait génial, enfin on a un plan ambitieux sur la santé qui est quand même les thématiques prioritaires des Français. Eh bien, en fait, on est revenu à cette phase d'avant. Et ça, c'est vrai que c'est préoccupant. C'est pas que français, hein. Il y a une contraction européenne. Mais je pense qu'on ne doit pas l'accepter. Je pense qu'il faut qu'on se batte, en tout cas, sur ce reverse. Et puis, en fait, on est en train de perdre notre deuxième place aussi. Oui, c'est ça, c'est pas que français, mais on perd quand même, dans l'absolu, notre deuxième place. On le voit sur 2024, il y avait une contraction globale, mais sur 2024, fin 2024, on voyait les chiffres, notamment on a parlé de la Catalogne ou de l'Italie, enfin donc Espagne, Italie, eux ils avaient tendance à remonter et à nous dépasser au niveau national. En Ile-de-France, pour le coup, on est toujours derrière l'Angleterre, mais on voit que en fait, il y a des marchés extrêmement dynamiques et que en fait, ils sont structurés, ils sont plus rapides, effectivement, et ils drainent en fait l'attractivité demain. Et je pense qu'il y a collectivement un sursaut à avoir et de se dire qu'on ne peut pas décemment accepter ça en Ile-de-France et travailler encore plus en collaboration, encore plus ensemble pour justement être dans la course en fait. Et comment alors? Comment concrètement? Parce que là, on a l'impression que ça va très vite. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Là, c'est toujours l'éternel débat. Je pense qu'il y a un travail pour en fait augmenter l'attractivité de l'Île-de-France. C'est-à-dire qu'on aime bien dire l'Île-de-France, chance de notre pays, ça concentre 50% de la recherche, 50%, on est à peu près premier dans n'importe quel secteur industriel. C'est une énorme opportunité, c'est un énorme enjeu et c'est une énorme difficulté également. C'est-à-dire qu'on a quand même les plus grands talents au niveau national et il y a une somme d'individualité. Et ce que fait Miten depuis X années, et je pense que c'est le sujet en fait, c'est que cette somme d'individualité, ça fasse comme une équipe de rugby, le tous ensemble, et que ça crée de la valeur commune, et pas avec des effets parasites ou de la dispersion. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous... Tu veux dire par là qu'on ne travaille pas tous dans la même direction? Il y a des concurrences internes franciliennes qui peuvent créer des freins, c'est ça l'idée? Mais la concurrence, elle sera toujours là, c'est-à-dire que, si on reprend la métaphore du tennis, on est quand même Federer, Nadal, je pense que la concurrence, elle drive vers le haut. Par contre, à la fin, c'est au service quasiment de la promotion du tennis au global, si je prends la métaphore. Là, il faut qu'on arrive à être dans une concurrence saine, si je peux le formuler comme ça, et qu'en fait, on travaille ensemble, que ça soit deux acteurs en oncologie qu'on adore aussi à Médicène, qui puissent vraiment faire Gustave Roussy et Curie, pour ne pas les citer? Pour ne pas les citer, mais bien d'autres secteurs. Voilà, c'est ensemble qu'on arrivera à gagner cette course. Je pense que le Paris-Saclay Cancer Cluster est un effet structurant et on les soutient depuis le début et on s'assurera de leur succès également parce qu'on y croit énormément. Mais en tout cas, le challenge est vraiment là-dessus. C'est le ensemble parce qu'aujourd'hui, en fait, on aime bien se comparer aux US, à la Chine, etc. En fait, la concurrence, elle est même intra-européenne. Il faut qu'on soit dans la course. Il faut que collectivement, on se dise comment on ne peut pas accepter qu'on ne soit pas les premiers de tous les indicateurs en Europe. On a parlé des financiers, les délais d'accès aux médicaments, les prix de remboursement, etc.
Alors, au-delà de l'investissement étranger, privé plutôt, qui pose énormément de questions aujourd'hui, il y a le pilier, on va dire, le pendant public, les subventions, le soutien, on le voit bien dans le plan France 2030 notamment, à quel point le rôle des subventions publiques et du soutien public est extrêmement important. Et avec vous, Ludivine Oliveira, donc Market Leader Healthcare chez Aiming, et donc qui a été co-auteur de ce nouveau baromètre, Mediscope, on voit bien qu'aujourd'hui, l'Île-de-France bénéficie encore et toujours justement de la puissance de ce pilier du financement public. Oui, alors effectivement, pour comprendre un peu pourquoi le financement public a une place aussi centrale, il faut déjà mesurer l'ampleur de la crise, on peut l'appeler comme ça, du tumulte financier que vient d'évoquer notamment Julien sur les financements privés. C'est vrai qu'on observe donc une chute des tickets moyens d'investissement, du nombre de transactions, et on a un écosystème qui est, somme toute, beaucoup trop dépendant des cycles de financement privé. Mais dans tout ce tumulte, on a quand même la région Île-de-France qui tire son épingle du jeu, puisque ça reste le deuxième opérateur de financement après l'ANR, qu'on a un peu moins de la moitié des lauréats France 2030 qui sont implantés dans la région, et qu'on a à peu près 25% des projets qui passent par le guichet régional. Donc, c'est précisément dans ce contexte-là que le financement public joue son rôle et prend tout son sens. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. On en a parlé là depuis le début de la matinée, avec les bioclusters qui sont implantés, la moitié des nouveaux IHU également, et puis des taux de financement qui ne cessent de progresser sur les projets labellisés notamment. Mais ce ne serait pas vraiment juste de ne regarder que ce pan-là. Le tableau, il n'est pas complet si on ne fait pas attention un peu aux limites structurelles. Et on l'a évoqué aussi, et c'est un peu plus détaillé dans le Mediscope, mais on est quand même sur une région qui est très tiersarisée. Donc c'est important de continuer à attirer les projets industriels pour qu'on n'ait pas que les sièges et qu'on ait un peu des emplois en R&D qui reviennent on a pointé ce problème de l'emploi en R&D. Exactement. On a aussi ce problème, moi qui me tient vraiment à cœur, la santé numérique qui est 2 fois moins bien financée que les autres filières. Ça, c'est, toujours, ça c'est depuis le début. Toujours. Et puis on a, alors fragilité des porteurs, c'est peut-être un mot un peu fort, mais on a donc plus de la moitié des porteurs de projets qui sont des TPME, donc avec des santé financières qui peuvent être variables, comme on en connaît tous, mais c'est surtout que ce sont des porteurs de projets qui, dans les 2 tiers des cas, portent leur projet tout seuls, de façon individuelle. Donc forcément, ils portent tous les risques inhérents, on va dire, à l'innovation seuls. Et ça, c'est vraiment un problème. Donc aujourd'hui, le financement public, ce n'est plus, un filet. C'est vraiment le moteur de l'écosystème d'innovation en Île-de-France. Mais ça, c'est pas forcément bon signe, parce que ça peut aussi être une forme de béquille, finalement, au moment où on a d'énormes difficultés à se financer dans le privé. Et donc, si on voit le contexte budgétaire national et mondial, mais notamment national, on peut se dire que ça peut ne pas durer et s'arrêter très vite. Oui. Pour ça, il y a peut-être quelques idées. Alors, j'enfonce probablement des portes ouvertes, mais... pour le numérique en santé, justement. C'est inconcevable qu'aujourd'hui, la santé numérique, c'est là, c'est maintenant que ça se joue, c'est l'avenir. Et c'est inconcevable que le numérique en santé soit financé à hauteur de à peu près 20%, ce qui est 2 fois moins que les autres filières. Ça c'est pas concevable. Donc, peut-être retravailler les critères ou continuer en tout cas à créer des dispositifs. Oui, et dans les appels à projets notamment, alors vous me dites, on parle encore de financement public, mais on fait avec les moyens qu'on a, et le financement public, il est quand même très performant en France. Donc, en tout cas, structurer les choses pour que ces projets-là soient mieux accompagnés, mieux financés. Les tiers-lieux d'expérimentation aussi, expérimentation au réel. Ça, c'est vraiment quelque chose qui marche bien. On le voit avec les TLE là, qui sont lancés. Donc, testons avant de juger. Ça, c'est un point. Et un deuxième sujet aussi qu'on pourrait
qu'on pourrait aborder, c'est plutôt passer sur un écosystème, sortir un peu du guichet de financement public, des différents guichets. Nous, dans nos activités quotidiennes, puisqu'on est cabinet de conseil en financement, même pour nous, c'est difficile de pouvoir identifier les différents guichets, de pouvoir coordonner les dépôts, les calendriers. Le millefeuille, le fameux millefeuille. Le fameux millefeuille, les critères qui sont différents. Un projet qui passe en région peut ne pas passer ailleurs. Ça, c'est une perte de temps et d'énergie pour les entrepreneurs. Donc essayer, je sais pas, d'avoir un guichet unique avec un dossier unique et puis des passerelles de financement et qui pourraient en plus venir être nourris par des cofinancements privés, c'est-à-dire engager des industriels, des sociétés qui ont des sous et qui veulent cette innovation pour se différencier de la concurrence, les forcés à investir sur des projets justement qui seraient financés et un peu dérisqués par le financement public. Donc voilà. Et juste, je voulais aussi, parce que c'est un rapport qui a été publié la semaine dernière, dans le cadre du travail qui a été fait sur la compétitivité industrielle de la France, mais on a aussi, il faut qu'on fasse un peu attention. Alors du coup, je vais parler du crédit d'impôt recherche qui a été un peu mis sous le feu des projecteurs là, avec la loi de finances 2025. Et on espère qu'il sera moins sous les feux du projecteur pour la, parce que là, elle est carrément loi de attaquée, finances hein. 26. Quand même bien ancré encore, mais il se fait un peu grignoter. Mais cet avantage, on va dire, compétitif qu'on avait sur les autres membres de l'OCDE, il commence à s'effriter. Parce qu'ils sont plusieurs à avoir des dispositifs qui sont comparables, très comparables. Donc il faut qu'on puisse innover aussi dans nos financements publics pour pouvoir rester attractifs. Merci. Alors, peut-être avant de vous laisser la parole pour quelques questions, peut-être on peut voir cette fameuse carte et revenir à la question d'emploi pour montrer les nuances, les subtilités, les difficultés aussi de faire le tri avec les codes NAF. Donc on se rend compte aujourd'hui que le maillage de l'écosystème santé est beaucoup plus subtil, on va dire éclaté, que ce que les codes INSEE peuvent révéler. C'est ça, effectivement. Donc tout à l'heure, je vous expliquais la complexité de recenser l'ensemble des établissements et des emplois de la filière. Et là, donc, comme on aime bien les difficultés à l'Institut Paris Région, on s'est dit qu'on allait cartographier, on va dire, ces établissements. Donc là, vous avez une carte qui vous est projetée et qui vous montre, on va dire, la densité de l'écosystème francilien, avec en rouge, donc les industries, en rose, tout ce qui appartient au commerce de gros, en vert, la R&D, et enfin en bleu, tout ce qui est lié aux activités informatiques. On ne voit pas beaucoup de bleu. Alors, on ne voit pas beaucoup de bleus. Mais pourtant, ils sont importants, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et on a beaucoup de pure players qui sont également donc en bleu. Et vous avez aussi donc en losange orange les non-pure players qui, eux, sont également importants à prendre en compte. Donc cet écosystème, qu'est-ce qu'il montre? Enfin, cette carte, qu'est-ce qu'elle montre globalement? Elle montre en premier lieu, évidemment, que les industries de la santé en Ile-de-France, c'est quand même plutôt, on va dire, des activités métropolitaines, avec les Hauts-de-Seine qui concentrent une bonne partie donc, des emplois, ensuite Paris, et puis le Val-de-Marne. C'est plutôt les sièges, les Hauts-de-Seine. Oui, beaucoup de sièges. Voilà. Donc là, vous avez quand même une filière qui est assez concentrée, mais vous avez des choses qui bougent. Donc, c'est-à-dire en termes de dynamisme, vous avez effectivement certains qui continuent, on va dire, à amplifier leur progression en termes d'emploi au niveau territorial, et d'autres, bizarrement, qui perdent des emplois. Alors, il faut nuancer, là encore, parce qu'il y a aussi des questions de code NAF, de déménagement d'établissement. Donc, ce n'est pas forcément de la fermeture d'établissement. Mais par exemple, c'est vrai que la Seine-Saint-Denis a perdu un petit peu d'emplois par rapport donc, à 2023. Mais là encore, je pourrais citer des établissements qui, en fait, ont juste déménagé. C'est le cas de Coloplast, c'est le cas de Hologic, c'est le cas de Siemens Healthcare, etc. etc. Bon, voilà. Donc vous avez ce phénomène-là. Et puis on voit quand même que malgré tout, même si j'ai évoqué que c'était fortement concentré, on va dire, dans le sein de la métropole, on a quand même un certain nombre d'emplois qui se développent aussi en grande couronne. C'est le cas notamment pour l'Essonne, qui affiche une progression assez forte en termes de nombre d'établissements.
évidemment en plateau. lien avec l'écosystème de Le Saclay, plateau de et Saclay, puis bien du sûr. biocluster Génopole, Évry, donc voilà. Donc tout ça s'explique, et là vous avez donc un panorama qui vous permet d'avoir un aperçu Ouais. sur l'ensemble de l'Île-de-France. Est-ce que les nouveaux clusters comme le PSCC dans le 94, est-ce que ça a cette nature à pouvoir modifier la donne ou ça risque d'être un peu trop, on va dire, marginal? C'est très lié au financement qu'on a évoqué. Ouais. Je pense que là, évidemment, donc là, il y a des établissements et un écosystème qui se met en place, mais Ouais. s'il n'y a pas les financements derrière, les effets seront peut-être moins Seront visibles en termes limités. d'emploi, en tout cas. D'accord. Merci Sébastien pour cette précision. Est-ce que... oui, alors, Eric, une question. D'abord, merci beaucoup pour cette table ronde. Donc, moi, je m'appelle Eric Vibert, je suis chirurgien hépatique hôpital Paul Brousse à la PHP à Villejuif. Et je suis à l'origine, à travers BOPA, du tiers-lieu expérimentation. La chaire BOPA. Hein, la chaire BOPA, qui est donc un objet qui travaille sur l'innovation en bloc opératoire et qui a été derrière à l'origine de BOPEX et de BOPTEC, qui est un sésame filière en région Île-de-France qui nous permet de faire des choses formidables, en particulier avec le PSCC. Donc, indiscutablement, la région fait le boulot dans le domaine de l'innovation chirurgicale et nous suit. Non, le point sur lequel je voulais insister, c'est que j'étais la semaine dernière à une conférence qu'il y a eu à Grenoble dans le domaine de la MedTech, et indiscutablement, la région grenobloise est extrêmement en pointe dans le domaine de la robotique chirurgicale, de la MedTech au bloc opératoire. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on sorte notre épingle du jeu aussi dans cet écosystème-là, et il faut qu'on s'appuie sur des objets comme BOPEX, qui est à Brousset, qui se met en place dans le campus chirurgical du Grand Paris, dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est très important de pousser des startups franciliennes et l'environnement MedTech au bloc opératoire au sens large. Et il y a un élément qui est marquant, c'est que toutes ces startups-là que l'on paye finalement initialement avec nos impôts, eh bien, elles ne vivent quasiment que grâce au marché américain. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que quand on discute avec des gens qui sont extrêmement de bonne volonté, qui ont envie de bien faire, on dit s'il n'y a pas les US, on meurt. Donc je pense qu'il est temps qu'on réfléchisse à une sorte de préférence régionale, nationale, pour que nos établissements de soins achètent d'abord des choses qui sont issues de notre territoire. Donc je ne sais pas s'il y a une réflexion... C'est des questions de souveraineté dont on va d'ailleurs reparler plusieurs fois dans la journée, qui reviennent en permanence, qui sont très pertinentes. Qui veut répondre à cette question de souveraineté ou de préférence? En tout cas, s'il n'y a pas les US qui achètent le matos derrière, en fait, ça. on n'est pas capable de les acheter, nous. Donc c'est un énorme sujet. Alors, peut-être Julien d'abord? Peut-être une réponse en deux temps, je me permets, n'hésitez pas. Mais la première, c'est qu'en fait, la tension des financements publics et privés change. Enfin, on voit, nous, très clairement à Médicène, changement de comportement, si je peux le formuler comme ça, des TPME, où en fait, l'alpha et l'oméga, ou la glorification de la levée de fonds ou de la grante est tendance à diminuer au profit de contrats structurants avec des grands groupes. Et je pense que là, on est dans une période où on a besoin des grands groupes européens, même d'ailleurs américains, pour jouer ce rôle et pour en fait driver la croissance de nos startups. Ça, je pense que c'est un des points clés. Et après, le sujet de souveraineté, c'est des sujets extrêmement complexes, pour le coup. Moi, je crois plus on est mesure d'incentive, parce que il n'y a pas de logique, et je pense à certains établissements de soins ou des grands groupes, la course, elle est mondiale. Des fois, on a des petites solutions, des petits blocs, on a besoin de solutions englobantes, on ne peut pas, et y compris sur des établissements de santé, changer la ligne, etc., si on n'est pas sûr d'avoir une croissance durable. Et donc, je pense que là, il y a des initiatives. On voit que ça commence à arriver autour de l'achat public innovant, porté aussi avec nos amis de l'Agence d'innovation santé ou de la French Tech avec Je choisis la French Tech. Donc, on voit que c'est une tendance de fond. Mais je trouve que la question est mal posée parce qu'on est un peu dans la méthode Coué. On va dire oui, on va y arriver, oui, il faut faire. On n'a pas passé la mesure de l'incitation. C'est-à-dire qu'on est très bon sur le crédit d'impôt recherche, même si on essaie de le grignoter. En fait, il faudrait quand même que les gens soient aussi incentivés, désolé pour l'anglicisme, pour en tout cas acheter et prendre le risque, en fait. Parce que c'est aussi ça le sujet.
Et on ne peut pas demander, oui, vous êtes français, donc vous devez acheter français. Enfin, c'est pas crédible dans le monde on vit aujourd'hui. Ouais. Enfin, il faut qu'il y ait une citoyenneté aussi à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il faut que les docteurs aillent plutôt se tourner vers des choses qui ont été développées. Sinon, on ne va pas y arriver. Je veux dire, quand il y a un moment, il faut quand même qu'on se dise que c'est quand même les hôpitaux qui achètent et les structures de soins. On y reviendra dans une prochaine table ronde. Mais effectivement, on y reviendra dans une prochaine table ronde. Eric, si tu restes, il y a un sujet complet quasiment à venir dans une deuxième table ronde. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques à formuler? Oui, Christian. Non, je voulais compléter dans la question Charles l'a évoqué tout à l'heure, qui est la question de la cohérence et de la continuité, de l'attractivité. La problématique du prix, on peut la prendre sous tous les aspects. Hein. Les entrepreneurs vont aux États-Unis parce que c'est dur de vendre en Europe ou en France, parce qu'il y a des contraintes réglementaires. Hein. On parlera tout, je pense, d'achat innovant. Enfin, ça fait des années qu'on essaie de travailler à une simplification administrative. Aujourd'hui, même si les hôpitaux voulaient acheter, parfois ils ne pourraient pas acheter simplement. Mais la question du prix, hein, on a philosophiquement une vision un peu différente de ce qu'est le bon prix des choses. Et moi, j'encourage toujours les gens qui pensent que c'est toujours trop cher à aller regarder la manière dont se fait le profit, la marge et la distribution d'argent aux actionnaires. Et vous verrez qu'à la fin, ça distribue, dans le meilleur des cas, 20%. Alors c'est affreux, on peut donc se dire que c'est 20% trop cher, sauf que la réalité, c'est ce que les gens ont en tête, c'est que c'est 200% ou 400% trop cher. Et non, acheter une action de quelque chose, vous pouvez aller du coup à la JP Morgan Presentation, vous pouvez aller à l'Assemblée Générale, vous verrez les structures et vous aurez une idée de ce qu'aujourd'hui des prix très élevés aux États-Unis permettent d'avoir en termes de profitabilité, rendu à des actionnaires dans un marché. Donc si demain les Américains payent moins cher, que l'Europe pense que du coup les Américains sont en train de s'aligner sur le bon prix, ça veut dire qu'il n'y a plus de marché et que les Chinois qui subventionnent à peu près tout vont pouvoir assez tranquillement s'emparer d'un marché mondial qui aurait été abandonné par les Européens déjà aujourd'hui et peut-être par les Américains demain. Donc voilà, il faut simplifier, mais il faut aussi en effet se rappeler que la notion de la différence entre très cher et trop cher, elle n'est pas juste psychologique. Merci beaucoup pour ce commentaire et cette prise de recul. Oui, question? Oui, merci. Pour compléter ce que dit Christian, Nora Benabiles, CEA, il y a la question du modèle économique et il y a la question de systèmes de santé extrêmement hétérogènes en Europe. Éventuellement, peut-être l'espoir, c'est d'avoir les marchés uniques qui sont en discussion aujourd'hui, même si ça ne devrait pas toucher l'Europe, enfin la santé en tout cas, au niveau européen. Donc on parle de plus en plus de marchés uniques qui pourraient nous aider aussi à avoir une approche peut-être plus facilitée pour les industriels. Mais on a aussi un système de santé qui nous protège et ça a un coût. Et c'est aussi parce que ce système de santé nous protège qu'il est difficile ensuite de sortir plus d'argent pour des innovations et de mettre un prix plus élevé. Donc il y a une balance, il y a un compromis à faire et c'est loin d'être simple. Et puis en plus, il y a l'acceptation des usagers, des médecins, des patients à avoir des nouveaux produits de medtech ou de médicaments. Quand il n'y a pas encore beaucoup de retours sur l'efficacité de ces objets. Donc voilà, c'est peut-être juste pour ajouter à la complexité, mais il y a peut-être un peu d'espoir avec ce qui est en train de se faire au niveau européen, même si c'est une grosse machine qu'il faut faire bouger. Mais ce marché unique pourrait peut-être être une solution à l'avenir. Très bien. Merci pour ce commentaire. Puisqu'on parle justement de la compétition, et notamment au niveau européen, à l'intérieur de l'Europe, on revient vers vous, Francesco, on a compris qu'il y avait des mouvements importants et que notamment la région Île-de-France était en train de perdre peut-être par rapport à d'autres régions européennes. Et vous avez cité l'exemple de la Catalogne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, qu'est-ce que fait la Catalogne de si extraordinaire par rapport à nous ou à d'autres et comment se situer? Qu'est-ce qu'on peut en tirer finalement comme leçon? Oui, alors je ne dirais pas qu'on est en train de perdre de compétitivité par rapport aux autres régions. Effectivement, on voit même une augmentation de compétitivité de la région Île-de-France par rapport aux autres régions, mais il y a la Catalogne qui pousse très vite. On voit des plus gros projets qui arrivent en Catalogne. On voit qu'ils sont attirés essentiellement par la qualité de vie pour leurs salariés. Ça, c'est très important. Et un sujet, c'est les essais cliniques qui sont parmi les plus rapides en Europe, sinon les plus rapides en Europe. Sur cet aspect où nous, on n'est pas les premiers. Donc ça attire beaucoup les entreprises. Au niveau européen, j'en ai un peu parlé, mais c'est bien aussi que peut-être j'ai dit quelque chose au niveau extra-européen. Je pense que c'est quand même intéressant aussi. On voit que les Émirats attirent énormément de projets
Surtout, on voit ça à Dubaï, que c'est la première destination d'investissement étranger dans le monde depuis 2022. Et les Américains, ils jouent un rôle assez particulier parce qu'au même temps, ils sont très attractifs vers les projets. Donc, on voit des projets qui vont vers les États-Unis à cause des politiques de Trump, ou grâce aux politiques de Trump aussi, douanières, les barrières douanières, etc. Donc, on perd des projets, on voit des projets, en tout cas, qui vont vers eux, d'entreprises telles AstraZeneca, JSK, Ils réorientent Sanofi, complètement leurs priorités d'implantation par rapport à ces contraintes. Et en même temps, on voit aussi, donc ça c'est des implantations concrètes, en même temps, on voit aussi venir énormément, ça pourrait être contre-intuitif, énormément d'opportunités d'investissement depuis les États-Unis en ce moment, parce que justement, les entreprises ils se disent, il faut qu'on est prêt. Cette instabilité qui met en place toute la politique de Trump et tout ce qui va venir aussi sur les essais cliniques aux États-Unis, pour le moment, les informations ne sont pas très rassurantes. Les entreprises veulent se préparer et ils disent, on regarde plus attentivement à l'Europe, à l'Île-de-France, donc on pourrait espérer en avoir plus de projets à venir depuis les États-Unis sur le mois à venir. Très bien. Y a-t-il une dernière question ou remarque? Alors, merci beaucoup, Sébastien Lavoine, Francesco Travagli, Ludivine Oliveira et Julien Etersperger pour votre participation.